That's a lot of people, Utah, I'll tell you what. We're going to be here for a couple hours. Get comfortable. Bring the best libs that Utah has to offer. Bonjour à tous et à toutes. On fait une émission spéciale de Jamais trop pas assez sur Charlie Kirk, qui a été assassiné il y a 2 jours en Utah. Qui était Charlie Kirk, Louis-Marie ? Alors bonjour à tous et toutes, celles et ceux, mesdames, mesdemoiselles et en quelque sorte messieurs. Alors Charlie Kirk, l'ambiance est plutôt triste, c'était ce qu'on appelle communément un influenceur et youtubeur. Et on va en discuter, on accueille parmi nous Célina, alias La Baronne. Comment vas-tu très chère ? Enchantée, bonjour à tous, je vais pas trop mal, je vous remercie pour l'invitation. Merci à toi. Alors, je vais commencer. Alors, je vais te demander, Louis-Marie. Je vais te demander, Célina, puisqu'on a l'honneur de te recevoir. Tu as tweeté pas mal tu as fait quelques messages sur Facebook suite au décès de Charlie Kirk. Qui était Charlie Kirk en fait ? Parce que moi, je dois avouer, je connaissais de nom, je connaissais un peu la mouvance, mais je connais très mal. Alors, Charlie Kirk, c'est, pour le résumer, on pourrait dire que c'est un influenceur politique conservateur américain qui fait partie, conservateur particulièrement trumpiste, on va dire. Il fait partie du cran MAGA pro-Trump. Il a créé son institut là, qui s'appelle Turning Point, je crois. Je crois que c'est depuis 2012, donc c'est-à-dire que le mec a commencé très très jeune à s'intéresser au débat public et à la question politique. Et en fait, ce que moi je comprends, c'est que ces dernières années, il avait beaucoup orienté, alors je ne sais pas si c'était depuis le début que c'était ça, Turning Point, mais il avait beaucoup orienté ces dernières années son action autour du débat dans les universités, dans les campus. Parce qu'en fait, aux États-Unis, nous, on le voit peut-être de manière biaisée ou édulcorée ou pas forcément bien traitée, ce qui se passe sur les campus américains, mais il y a réellement sur un certain nombre de campus américains une espèce de doxa gauchiste très 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 virulente, très autoritaire. Moi, j'avais déjà été perturbée dès 2017. En fait, il y avait eu comment il s'appelle, Brett Weinstein, je crois, qui avait carrément. Alors, il n'avait pas été vraiment viré de son université. Je ne sais plus ce qui s'était passé. En fait, c'était Pardon, dans Célina. sa fac Evergreen. En fait, oui, c'est ça. J'allais dire, tu fais référence au documentaire. Il voulait instaurer, je sais pas, une journée pour les Noirs. Enfin, je ne sais plus ce que c'était l'histoire. Et donc, évidemment, lui, qui est plutôt un liberal, mais un libéral au sens plus classique, tu vois, c'est-à-dire il est assez rationaliste. Tu vois, il n'est pas identitaire, il n'est pas dans ces trucs-là. Il avait été très perturbé, je crois, par ça, et il s'était fait pas lynché, mais il s'était fait vraiment un peu violenter par des étudiants. Et en fait, moi, j'avais commencé à m'intéresser à ce qui se passait sur les campus américains à ce moment-là, vers 2016-2017. Et visiblement, ça ne s'était pas vraiment calmé, même avec un premier mandat de Trump. Et donc, moi, ce que je comprends, c'est qu'en fait, Kirk s'inscrivait un peu dans cet écosystème d'influenceurs conservateurs qui, en fait, donnent la réplique, en fait. Clashback, tu vois, c'est-à-dire en gros, tu vois, c'est un peu la réaction à la violence, à la prédominance de la gauche intellectuelle, notamment sur les campus. Donc lui, en fait, il se pointait. Il avait commencé avec des petites tables dehors où il écrivait juste "Prove me wrong". En gros, moi, je pense ça, dites-moi que j'ai tort. Et en fait, les gens venaient, ils essayaient de parler avec lui, et le mec débattait vraiment. Ouais, c'était vraiment, essaye de m'apporter des arguments pour me prouver que j'ai tort. Et puis en fait, ça a commencé comme ça. Et après, c'était vraiment plus format conférence, en fait, où c'était vraiment dans les amphis, avec des gens qui lui donnent la réplique en face. Mais sinon, c'était aussi les formats qu'on a vus le jour où il s'est fait tuer. Une espèce de petite tente dehors, une table, un micro, et puis des gens qui passent les uns après les autres, quoi. D'accord. Et alors, par rapport à tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, alors juste, Célina fait référence il y a un documentaire sur le web qui a été fait par, j'ai oublié son nom, mais qui s'appelle, vous tapez Evergreen, c'est sous-titré en français, et c'est assez édifiant sur la mésaventure de ce professeur qui a été licencié, qui a obtenu gain de cause devant les tribunaux, signalons-le au passage. Il a été licencié pour avoir refusé tout simplement d'obéir à un petit, à des gardes
garde rouge. Il y a un côté garde rouge dans ce documentaire. Oui, il y avait un truc qui ressemblait à la révolution culturelle. Oui, tout à fait, maoïste, tout à fait. Ils devaient s'auto-flageller en public, des trucs. Enfin, c'était notamment assez fou, le bateau de la diversité. Les professeurs devaient se présenter en énonçant leurs privilèges. C'est ça. Ce qui est très, c'est très tu sais, d'où parles-tu, camarade? C'était la position d'extrême gauche. Ouais, c'était ça. Ouais, voilà. Ouais. Donc les professeurs. Avec un côté psychiatrique. Hein. Oui. Là, c'est en gros, on essaye de comprendre. Est-ce que t'as pas des biais inconscients, racistes, misogynes? Enfin, en fait, c'est comme s'ils allaient à l'intérieur du cerveau des gens pour essayer de voir à quel endroit il y a un biais et où est-ce qu'il faut détruire le biais. Enfin, c'est limite plus terrifiant que les maoïstes, même si les maoïstes ont été 1000 fois plus sanguinaire, mais en tout cas sur le principe, c'était pas juste dis que t'es contre les bourgeois, tu vois, parce que les maoïstes, c'était un peu ça. Là, c'est vérifie dans ton cerveau si t'as pas des biens inconscients, quoi. Et donc, en fait, pour revenir sur Charlie Kirk, Turning Point, qui a été créé en 2012, mais quand je lis juste la mission que s'était donné Turning Point, c'est identifier, éduquer, former et organiser les étudiants à promouvoir la responsabilité budgétaire, les marchés libres et un gouvernement limité. En fait, c'est presque libertarien, tu vois, c'est même pas conservateur. Ouais, d'accord. Et par rapport, alors là, parce que là, on a vu l'hommage de Donald Trump à Charlie Kirk. Est-ce que l'un de vous deux peut me parler de l'influence qu'il a eue sur la dernière élection? Parce que j'ai vu qu'il avait monté, il avait organisé justement des tables rondes. Pour revenir, moi, c'est la manière dont j'ai fait connaissance de Charlie Kirk. C'est une chaîne, c'est la chaîne de Modin Malin qui, sur sa deuxième chaîne, sa chaîne secondaire Radio Modin, a fait un travail de traduction de ces moments. Alors parce que c'est ça qui est intéressant aussi d'un point de vue économique, c'est que Charlie Kirk, donc 2 fois par semaine, posait une tente sur un campus et le thème c'était Prove me wrong, dites-moi que j'ai tort, prouvez-moi que j'ai tort, et puis il y avait 2 micros, un pour lui, un pour n'importe qui venait, et il prenait le débat, la volée. Il y avait un côté extrêmement ouvert et qui était aussi très américain. C'est le premier amendement, la liberté totale d'expression. Et donc Modin Malin a traduit beaucoup de ces rencontres et c'était extrêmement c'est comme ça que j'ai découvert Charlie Kirk. Alors moi personnellement je suis très attaché à la liberté d'expression, mais vraiment c'est dans un sens chomskyen, quoi. C'est-à-dire que Chomsky, qui est lui aussi très attaché à ça, tout le monde est libre de dire ce qu'il veut, même si c'est horrible. C'est la position de Chomsky, ce qui n'était pas le cas de Charlie Kirk. Et ce que j'ai pu constater dans ces débats, c'est qu'en fait, il y avait, alors là, je dois dire, à la charge de Charlie Kirk, c'est qu'en fait, il y avait quelque chose, il y avait un biais. C'est-à-dire que lui, il était entraîné. Il était entraîné au débat, il avait lu la doxa de gauche d'en face, il connaissait l'argumentaire d'en face, et donc il était capable de sortir des punchlines extrêmement virulentes dès qu'il en avait l'occasion. Ce qui a beaucoup désarçonné et décontenancé, ce qui était ni plus ni moins que des étudiants de 20 ans, pas très futés, et qui vivent en cercle clos intellectuellement. D'accord, oui, donc il a un art de la rhétorique. De la rhétorique, en fait, et de pousser les contradicteurs jusqu'au dans les retranchements de leur raisonnement. Voilà, qui arrivait limité, parfois très très vite. Oui, voilà, donc oui, on passe des... et donc ils pouvaient passer un très mauvais moment, et tu vois, je termine, c'est très très humiliant de se dire, de n'avoir pour soi que la certitude d'être dans le camp du bien, et d'être parfaitement incapable de l'expliquer. D'accord. Donc en fait, on a, alors loin du tableau que les médias français essayent de nous brosser de Charlie Kirk, qui est un extrême droite, MAGA, proto-fasciste, voire totalement fasciste. En fait, c'est quand même quelqu'un qui allait à la rencontre des gens qui ne sont pas de son opinion et qui avait. Moi, je vais passer un extrait. Alors, enfin, je vais pas le passer là. Je le passerai dans l'émission. Il y a un extrait où il dit, c'est un passage où il dit, je vois Louis-Marie qui est en train de s'étrangler avec son café.
Ça va, tu t'en sors? Ça va. Donc là, je vais passer un extrait où on le voit justement dire à son interlocuteur que quand il n'y a plus de mots, c'est la fin en fait, c'est la fin de l'humanité, c'est la fin du dialogue, il n'y a plus d'espoir. Et finalement, il est quelque part, il est même très certainement mort pour ça, parce que moi, c'est une de mes théories. J'ai aucune théorie, comme je l'ai dit, je connaissais pas cet individu, enfin je connaissais très mal cet individu il y a encore 3-4 jours, mais pour moi, c'est un peu l'écho, je sais pas comment elle s'appelle, c'est Ocasio-Cortez, je sais plus son prénom. Dans le camp démocrate, qui était dans le camp. Il y a eu un. Alessandra, je sais pas. Ocasio-Cortez, c'est sûr. Je ne sais plus son prénom. Dont Netflix a fait un documentaire que je trouvais très bien. D'ailleurs, j'avais été subjugué. Elle a été élue, elle est députée, je crois. Voilà. Et pour moi, c'est un peu. J'ai l'impression que ils ont un peu près le même âge, je pense, et c'est un peu le miroir en face dans l'autre camp. Je dirais pas parce que elle veut pas débattre avec les gens comme lui. Mais c'est le miroir opposé. Mais en termes de personnalité, je veux dire par là, Oui. quand j'ai vu le documentaire sur Ocasio-Cortez, je me suis dit bon là, potentiellement, on a une future grande femme politique, même si elle est mise en place, évidemment, ça sent la mise en place. Mais je me demande si lui, il n'a pas été en partie tué par les promesses qu'il porte. C'est-à-dire qu'il a le profil, il aurait un profil un peu comme du J.D. Vance, possiblement, voilà. Donc c'est quelqu'un de très prometteur. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il était prometteur. Donc voilà. Alors depuis sa mort, alors on va parler des États-Unis. Depuis sa mort, ça a été un festival de joie d'abord du côté progressiste, hein, dans le camp du bien. Il y a eu des scènes de liesse. Il y a eu des TikTok, des selfies, bon, alors moi une fois de plus, hein, je suis complètement, je comprends pas qu'on se réjouisse de la mort de quelqu'un. Ça me choque pour n'importe qui en fait. D'autant plus dans ce cas-là où, au-delà de ses idées ou quoi, c'est un jeune père de famille, il a 2 filles, il s'est fait tuer devant sa femme. Enfin bon, voilà, c'est bon. Ouais, mais c'est d'une autre génération. Parce que moi, ça m'a aussi beaucoup, beaucoup choqué à titre personnel. Et en même temps, je comprends, dans le sens pas. Je compatis avec. Enfin, je suis d'accord. Mais dans le sens, je comprends intellectuellement ce qui est en train de se passer, en fait. Et quand tu parlais de lui juste avant, quand on était en train d'essayer de décrire un peu qui il était, il y a un mot qui est ressorti qui est le mot fasciste. Et en fait, ce mot-là, il est très, très important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut savoir que depuis presque 10 ans, le camp démocrate a passé son temps, mais littéralement, à traiter Trump de nazi et de fasciste. Mais vraiment. Et bon, d'un coup, tu as envie de te dire, mais s'ils croient vraiment à ce qu'ils disent, ils devraient chercher à le buter. Parce que qu'est-ce que tu fais d'autre avec un nazi que de le tuer, en fait ? Tu vois ce que je veux dire ? Un nazi, c'est quand même quelqu'un qui envoie des gens dans des camps. Donc, a priori, tu n'as pas envie de le laisser en vie. Tu ne te dis pas, je vais débattre avec lui, je vais essayer de le battre dans les urnes. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y a une espèce déjà de dissonance. Et pourquoi il y a cette dissonance ? Parce qu'en fait, le camp progressiste, depuis un certain temps, il y a un bouquin qui a été écrit par Pierre-André Taguieff, qui est très intéressant, qui a été écrit vers 2007, qui s'appelle Les contre-réactionnaires, et qui décrit déjà un peu ce phénomène. C'est-à-dire que déjà, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis les années 60-70, il y a une espèce de petit théâtre antifasciste. C'est-à-dire qu'en fait, une grande partie de la gauche a façonné son identité post-Deuxième Guerre mondiale sur l'antifascisme. Donc, progressivement, en fait, n'importe qui est de droite est un fasciste. En fait, le glissement, il s'est fait comme ça ces dernières décennies. Donc, un blanc, il est coupable. Un homme, il est privilégié coupable. Et en fait, les mecs de droite sont par définition fascistes. C'est-à-dire que ils ont tordu la définition même du mot fasciste. Ouais, tout le monde est et donc, fasciste, c'est en gros celui qui dit « je veux plus trop d'immigration ». C'est en gros celui qui dit « non, mais je suis pas d'accord avec les trucs de diversité, DEI, machin, etc. » C'est quelqu'un qui dit « non, mais les théories féministes, c'est de la merde ». En gros, dès que quelqu'un va être un petit peu à droite du centre et va critiquer les théories ou les idéologies qu'il y a à gauche, dites progressistes, postmodernes, etc., il va être qualifié de fasciste. Et en fait, le camp démocrate, en traitant Trump de fasciste et de nazi depuis 10 ans, a joué ce jeu-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je les voyais venir tous, mais de très loin, le cercle de la raison et le camp du bien, parce que pour moi ils fonctionnent ensemble, nous expliquer que en fait tout ça c'est à cause de la brutalisation de la vie politique par Trump. Je suis désolée,
En réalité, la brutalisation de la vie politique, elle commence quand tu traites ton adversaire de nazi. Ouais. Et que tu fais ça constamment. Et que tu rabâches que c'est une menace pour la démocratie, que c'est un danger. Je veux dire, ça a été rabâché. Donc forcément, tu as des jeunes qui, en fait, pour eux, si tu veux, fascistes, de façon assez sincère, hein, pour la plupart, fasciste, ça veut vraiment dire... Le mec qui dit non mais George Floyd, il n'était pas vraiment innocent, ça veut vraiment dire celui qui est contre les trucs de diversité. À partir du moment où fasciste, ça veut dire ça pour eux, bah, de fait, Kirk est un fasciste, et un fasciste, ça s'abat. Oui, tu vois ce que je veux dire? Donc, de fait, tu te réjouis quand un fasciste... c'est juste pour essayer d'expliquer leur point de vue et leur réaction. Évidemment, ça ne retire rien au fait que c'est dramatique qu'on en soit arrivé là, parce qu'après, il faut expliquer en quoi c'est quand même dramatique, et... pourquoi tous ces trucs postmodernes ont amené en fait toute une série de jeunes à ne plus avoir accès à la réalité objective. Et pour moi, le vrai problème, c'est qu'à partir du moment où on n'a plus accès à la réalité objective, qu'on ne veut même pas essayer d'y avoir accès, la démocratie n'est plus possible. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là, c'est-à-dire que oui, tu vas avoir à droite des gens avec qui tu vas être fondamentalement pas d'accord, parce qu'ils vont te dire non mais moi je suis contre le mariage gay, non mais moi je suis pas d'accord avec ci, non mais moi je pense que je préfère la famille traditionnelle. Ok, très bien, on va pas être d'accord sur la vision de la vie qu'on va avoir, mais sur un certain nombre de réalités objectives, on va quand même être d'accord. Il y a des socles sur lesquels on va être d'accord. Parce que je veux dire, quand il pleut, il pleut. Tu dis pas quand il pleut, il y a du soleil. Tu vois, bon. Si c'est un fasciste, c'est fasciste. Moi, ce qui m'inquiète avec une partie de cette génération, c'est que pour moi, ils ne cherchent même pas à accéder à la réalité objective. On peut retrouver ça chez tout un tas de conspis, complotistes, QAnon et compagnie. Le truc, c'est que eux ne sont pas supportés au sens américain par un establishment, par toutes des profs d'université, c'est-à-dire des gens qui sont établis. Parce que c'est ça la grosse différence. C'est qu'il y en a, on peut officiellement dire c'est des gros dégénérés. Les autres, bah, en fait, on leur donne un micro et on leur dit non, mais t'as raison, toi, t'es pour le bien, quoi, tu vois. Oui, donc la certitude de faire partie du camp du bien et la certitude que l'interlocuteur est fasciste, en fait, permet d'annuler son statut d'humain et voilà, le mot est plus important que la réalité et donc on peut. Oui, et puis il y a un truc chez eux, hein, c'est Words are violence. Et il y avait un article qui avait très très intéressant qui avait été écrit en 2017. Qui disait en gros why it is a bad idea to teach students that words are violence. Et effectivement, c'est un truc postmoderne, ça, cette idée qu'en gros, c'est le langage qui détermine la réalité. Donc tu vas retrouver ça chez pas mal de gens. Je me demande si Chomsky il était pas un peu là-dedans, tu vois, parce que Chomsky il était pour la liberté d'expression, mais il a quand même dit qu'en gros Daesh et que les républicains étaient pires que Daesh. Mais il a très mal vieilli, Chomsky. Quand même, parce qu'il raconte les gars, il a le droit de le dire, mais tu vois, il a quand même un biais. Bon, mais effectivement, il y a cette idée, et moi je l'ai compris assez vite quand tu voyais des slogans féministes du type, enfin pas des slogans, mais des gimmicks féministes du type les mots tuent. Où tu vois, si tu veux créer la langue inclusive, c'est par opposition au langage qu'on utilise tous les jours qui serait donc oppressif ou excluant, tu vois. Et en fait, il y a vraiment ce truc que les mots seraient plus violents, seraient plus graves que la violence physique. En tout cas, la violence physique serait une réaction légitime à la violence des mots. Je pense qu'il y a vraiment ça, enfin, à gauche, en général, en général hein, je veux dire, quand tu vois la une de Libé ce matin, et puis la une de Libé, c'est limite l'extrême droite tue, quoi. Enfin, il renverse complètement, c'est la faute de Trump si l'autre s'y fait buter, en fait. C'est la libération. C'est ce que j'avais dit qu'ils allaient dire. Hein. Et c'est un peu ce qui revient sur le bandeau de BFM là, que je vais passer dans l'émission. Est-ce que Trump a libéré la violence? Enfin, en fait, une fois de plus, c'est l'inversion accusatoire. Ça a été dit sur BFM par Nathan Devers, ça a été dit par De Villepin que c'est la faute à Trump. Ouais, je voulais revenir sur le propos de Célina. Avant Taguieff, il y a eu Pasolini qui, en 1975, écrivait déjà sur le fascisme de l'antifascisme en disant clairement le fascisme d'aujourd'hui, c'est l'antifascisme. Mais là, je veux dire, effectivement, il y a cette déréalisation de tous les militants et je voulais prolonger ce propos. À mon sens, c'est parce que il se passe que l'individu libéral est plongé dans l'isolement par le marché. Il n'est plus qu'une monade sur comme disait Marx, sur les eaux froides du calcul égoïste.
Et il s'agglomère entre individus perdus, le tout à l'ego de Philippe Muret. Et là, il s'avère qu'à gauche, ils ont choisi un statut qui leur a semblé le plus agréable à vivre, le plus supportable pour lutter contre la dureté du réel, c'est celui de victime. Donc, quelle que soit la manière dont ils abordent les choses, ils sont des victimes et que garder ce statut est plus important que toute autre chose. Il s'avère que Charlie Kirk ne s'est jamais présenté comme victime, pour le coup il en est une, et qu'il s'adressait aux gens en les considérant comme des personnes, ce qui est quasiment intolérable. C'est le fait de dire je te reconnais en tant que tu es là, tu n'es pas une victime, tu n'es pas ce qui s'est passé, tu n'es pas ce qu'on a fait de toi. Oui, et puis en plus il est bon dans ses exercices, comme il est très bon, c'est qu'il non seulement les mots, lui sait utiliser les mots contre, pour mettre leur pensée à nu, et ils sont très très vite à nu en fait. Donc du coup, ouais, voilà. Et c'est l'enfant que l'on a privé de l'accès aux bonbons. C'est beau. Mais donc... tu disais, tout à l'heure, il y avait un truc qui avait été dit, juste rebondis là-dessus, sur le fait qu'il y avait un truc biaisé dans les débats, parce que lui était très fort et qu'en face... alors moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ça, parce que déjà, personne ne les obligeait à venir devant Kirk, que quand même, au bout de 3-4 ans, ils savaient à qui ils avaient affaire, donc s'ils y allaient, c'est qu'ils pensaient deux choses. Soit ils pensaient qu'ils avaient le même niveau argumentaire que lui, c'est arrivé quelquefois qu'il y en ait des très très bons en face de lui, c'est arrivé, mais moins quand on parlait de questions identitaires. C'est-à-dire, dès que tu commençais à parler du budget, de l'éducation, de l'armée, du comportement des États-Unis dans les interventions militaires à l'étranger, de ce genre de trucs, là, il y avait de la contradiction bien meilleure. Mais dès qu'on était sur des questions identitaires, racisme, transgenre, féminisme et compagnie, alors là, moi, je ne pense pas qu'en face, ils étaient désarmés. Je pense qu'en face, ils étaient la preuve qu'ils sont tellement convaincus d'être le bien absolu qu'ils n'ont pas appris à essayer de convaincre de leurs idées. C'est surtout ça le truc. Oui, complètement. C'est qu'ils ne cherchent pas à convaincre. Et ils vivent entre eux. Donc en fait, ils se disent non mais attends, lui, je vais le dégommer parce que moi, ce que je dis, c'est tellement la vérité absolue que ça va l'éblouir forcément. Tu vois, il y avait un peu cette croyance de j'ai pas besoin d'essayer d'argumenter. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Oui, mais il y a ce phénomène, tu sais, quand tu vis le même quotidien que la personne avec qui tu parles tous les jours, ton langage s'appauvrit. Or, les gens de gauche, ayant décrété, en tous les cas, ce gauchisme-là, ayant décrété, comme tu disais, que l'autre, mais dans sa plus grande acceptation, dans sa plus grande différence, l'autre est un fasciste, on ne parle pas avec lui, on devrait l'abattre. Et dès lors que tu as décrété ça et que tu ne vis qu'avec des gens qui ne pensent que comme toi, tu n'as même plus besoin de parler. Et ton langage s'appauvrit, tes capacités argumentives aussi. C'est l'autre qui, par essence, est bon, par contre. Oui, en plus, ça permet de... Il y a l'autre qui est bon par essence. Mais avec qui tu ne parles pas non plus. Mais non, mais si tu as un fasciste en face de toi, tu t'identifies comme antifasciste, donc t'es le bien suprême, en fait, t'es le camp du bien. C'est vraiment, c'est binaire, en fait. Et puis il y a celui dont tu t'occupes, Célina le signale, l'autre qui est bon, c'est celui que tu prends à ta charge, c'est le migrant, c'est le faible, c'est le plus victime que toi, c'est le plus intersectionnel, mais tu discutes pas avec lui, tu t'en occupes. Non, tu lui demandes de te livrer ta bouffe. Oui, alors donc finalement l'acte, donc le tueur a été arrêté, enfin le tueur présumé, c'est Tyler Robinson, il y a 22 ans, donc c'est un activiste de gauche. Il a été arrêté et finalement, est-ce il pousserait à l'extrême en fait un peu cette façon de penser à gauche, parce qu'on la retrouve. Moi, quand je vais dans une manif et que je regardais un direct de, alors je vais citer Frontières. C'est vrai que c'est très... Mais bon, ça va expliquer mon exemple. C'est-à-dire qu'ils sont dans la manif du 10 septembre, ils vont filmer et ils se retrouvent immédiatement face à des gens. Tu sens très bien que s'ils ne s'étaient pas filmés en direct, ils les tabasseraient. Mais qu'en fait, ils ont 3-4 arguments. Enfin, c'est même plus des arguments, c'est des phrases. Et que très vite, ça tourne fasciste. Tu vois, voilà. C'est ça, c'est un truc pavlovien, quoi. Et on retrouve même dans le milieu universitaire, là, tu vois ce qu'il y a eu avec Hello Kitty, là, David... Chavalarias. Chavalarias et tout. C'est le même... C'est le même fonctionnement avec plus de diplômes, mais c'est le même quelque part, c'est la même. C'est très étonnant de la part de gens qui prônent la diversité et qui la refusent en fait. Ils aiment la diversité ethno-raciale, identitaire, mais ils n'aiment pas la vraie diversité qui est la diversité des opinions, des parcours, etc. Oui, d'accord. En fait, c'est United Colors of Benetton, mais qui pensent tous pareil. C'est ça la diversité. C'est ce que Zizek signalait déjà. On aime l'autre dès lors qu'il n'est pas autre.
Alors, le débat est bientôt touche à sa fin. J'aime bien dire cette phrase. Ah bon? Non, mais je pense il voulait dire les ébats touchent à sa fin. Non, ça, on a encore 10 minutes, c'est bon. Parlons un peu prospective. Quelle sera la suite? Quelle va être la suite du dialogue? Parce que quelque part, moi, je me dis, ces gens sont intolérants, ne sont pas dans le dialogue clairement. Bon, et là, c'est la preuve que. Il y a une suite qui. Alors, je ne serais pas trop. Je pense qu'il faut faire attention sur. Alors, il y a eu les réactions des gauchistes, c'est une chose. C'est un objet en tant que tel à analyser. Ensuite, sur le profil du tueur, je ne serais pas si catégorique parce qu'il faut quand même se rappeler qu'on parle des États-Unis. Aux États-Unis, la violence politique, c'est quasiment constitutif du truc, quasiment. Je veux dire. Faut se rappeler qu'on a régulièrement, c'est de moins en moins le cas ces dernières années, mais jusqu'à ces dernières années, c'était assez régulièrement le cas, des tueries de masse qui sont commises notamment par des suprémacistes blancs. C'est quand même c'est arrivé régulièrement. Où on a des tueries du type Columbine et autres, où on a déjà ce type de profil pas très clair, c'est-à-dire ils viennent de familles un peu conservatrices, mais eux, ils sont partis dans un délire, on ne sait pas trop quoi, ils se sont radicalisés tout seuls, par je ne sais pas quel biais, et ils arrivent, ils massacrent tout le monde dans un établissement. Là, il se trouve que le mec, on est dans l'Utah, ça doit être une des terres les moins démocrates aux États-Unis, il vient d'une famille quand même conservatrice, religieuse, etc., il me semble. Ouais, et il se serait radicalisé à gauche à l'université. Mais pour autant, pour moi, il ressemble au profil du tueur assez classique aux États-Unis, qui est un peu le mec qui est parti à la dérive. On ne sait pas pour quelles raisons, des raisons familiales ou autres. Et c'est pas forcément 100%. Enfin, tu vois, je dirais pas c'est un activiste gauchiste qui a tué Kirk. Tu vois ce que je veux dire? Je le résumerai pas comme ça. Je dirais plutôt qu'il a peut-être été, on lui a peut-être bourré le crâne à l'école avec les trucs gauchistes, à la fac. Mais je sous-estime pas l'éventualité qui est derrière un truc psycho-familial, du genre, le mec incarnait un peu son père, il a buté son père à travers Kirk, j'en sais rien. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est aussi une possibilité. Donc, de dire qu'est-ce que ça va être la suite, je sais pas. Parce que ça reste quelque chose qui est, entre guillemets, malheureusement, dans l'ordre des choses aux États-Unis. D'avoir des mecs qui se font flinguer comme ça d'un coup, que ce soit des tueries de masse, des mecs tout seuls. Il y a quelques mois, c'est 2 démocrates qui ont été butés par un mec qui est inverse. Venait plutôt de l'autre camp, en fait, tu vois, mais qui aussi avait l'air d'avoir des problèmes. Moi, ce que je vois derrière, c'est un truc qu'on dit souvent en France, mais qui vaut plutôt pour les États-Unis. C'est pas forcément directement lié à l'affaire Kirk, mais plus largement, il y a le système de santé, particulièrement santé mentale aux États-Unis, est catastrophique. Le mec aussi là, qui a buté la meuf, qui a égorgé la réfugiée ukrainienne, c'est aussi un gars qui aurait dû être en France, ce type de profil. Alors de plus en plus ils sont laissés dans la rue, mais quand même en général les profils très dangereux, genre schizophrènes, multirécidivistes, machin, ils sont enfermés dans des trucs pour patients dangereux. Donc il y a aussi ce truc qu'on gère pas bien. Ils ont l'air d'être assez mauvais aux États-Unis pour repérer les premiers signaux d'une dérive, d'une radicalisation de quelqu'un qui, par exemple, il avait l'air d'avoir tenu des propos sur des trucs Discord où, en gros, il expliquait qu'il allait acheter un flingue et qu'il voulait buter Kirk, si j'ai bien compris. Donc, pour la suite, je sais pas, je pense que les Américains devraient quand même globalement se poser la question, et pas que la gauche, mais particulièrement la gauche qui s'est jamais posé la question jusque-là, mais un peu les Américains, ils ont quand même régulièrement des mecs qui sortent des flingues pour buter comme ça, n'importe comment, tu vois, parce que moi, c'est surtout ça que je vois, et pour la suite, je pense que Trump va réagir assez durement. Alors, on peut déjà dire que l'Utah a la peine de mort. Oui, non. En plus. Donc ça c'est, et puis c'est comme tu disais, c'est pas l'État américain le plus démocrate. Très bel État. Mais parmi on peut signaler déjà les choses. Alors il se passe déjà des choses. Déjà l'agitation à gauche est un signe qu'il se passe quelque chose. Pourquoi? J'ai regardé la page Wikipédia de Charlie Kirk. Elle a été modifiée 500 fois et le gros des modifications commence le 1er septembre. C'est-à-dire que là, ils sont très actifs pour réécrire cette partie-là de l'histoire. Le 1er septembre, c'est-à-dire 9 jours avant sa mort. Ouais. Tu regardes, tu remontes aux 500 dernières modifications, et là, c'est tous les jours à partir du 1er septembre.
Voilà, Ah ouais. oui, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a un site aux États-Unis qui a été créé pour établir une base de données de tous les gens qui à gauche se sont réjouis. Ouais. se sont réjouis. Voilà, ouais, ça c'est la technique du doxing. Est-ce qu'il faut faire ça? Ouais, voilà, Je ça, ne sais pas, pour le mais coup, c'est déjà une chose parce que c'est pas vraiment un argument de ce camp-là. C'est pas vraiment la méthode qu'ils avaient, quoique Charlie Kirk l'a fait. Du doxing. Alors, il a un site sur lequel il recense tous les profs d'université qui tiennent des propos de gauche ou très extrêmes. Alors après, lui, en tant que contribuable, il paye ses profs. Voilà. Donc je pense que c'est différent du particulier, du lambda. Là, c'est un fonctionnaire, enfin un agent de l'État qui est payé par le contribuable. Ça me paraît tu as tout à fait raison. Et les Américains sont très attachés à... Les Américains sont très attachés à ça puisqu'ils élisent leurs juges et c'est l'argument. Hein, on est des contribuables et des électeurs. Non, juste moi, j'ai un point que je voulais soulever, je le soulève, c'est que Charlie Kirk aussi incarne quelque chose qui, à notre époque, est très valorisé, c'est qu'il a réussi avec YouTube. Non, puis il était jeune, quoi. J'ai regardé ça. Il est né en 93. 31 ans. C'est aussi l'Américain de base dans lequel se reconnaissent beaucoup d'Américains parce qu'il est très croyant. Oui. Hein, il parle souvent de Jésus, machin, etc. Donc ça, c'est un truc qui compte beaucoup aux États-Unis, particulièrement dans le camp conservateur. Moi, c'était typiquement les aspects de ces trucs, de ces prises de position qui avaient tendance à me gonfler, en fait, dès qu'il ramenait Jésus, la Bible, et puis tout ce qui en découlait, c'est-à-dire son analyse du porno venait découler directement de sa bigoterie, si je puis dire. Donc voilà, il y avait plein de trucs sur lesquels j'étais en fait vraiment pas d'accord avec lui, mais en même temps, je trouvais, il y a une nana, là, une écrivaine qui a dit un truc comme ça, genre les progressistes devraient pas se réjouir parce qu'ils ont perdu un adversaire face à qui ils pouvaient aiguiser leurs arguments. Et je pense que ça, c'est vraiment un truc central qu'il faudrait réapprendre aux jeunes. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, quand Zemmour passait chez Ruquier, à l'époque, en plus, j'étais un peu plus de gauche et féministe et tout, le mec m'agaçait, c'était atroce, c'est-à-dire que j'avais envie de me retrouver en face de lui pour lui expliquer pourquoi il avait tort. Et donc, quelque part, j'ai pris goût à être agacée par des arguments qui sortaient, qui me rendaient folle, mais qui en même temps m'obligeaient à me dire, voilà, moi, je me mettais en situation, je me retrouve en face de lui, il faut que je sois capable de contre-argumenter et d'avoir le dernier mot. En fait, moi, mon but, c'est de dire, il faut que je trouve l'argumentation fatale qui fait que j'aurai le dernier mot face à Zemmour. Et je pense que cette façon d'envisager le rapport à l'adversaire, le rapport au débat, quelque part, c'est une véritable émulation qui permet de muscler le cerveau. Je pense que j'ai réussi à un moment donné à sortir un peu d'un certain nombre de croyances qui me semblaient pas très normales à gauche, parce que je m'étais, même quand j'étais à gauche, je m'étais prise d'affection pour le fait d'aimer me frotter à la contradiction, en fait. Et je pense que aimer la contradiction, c'est un truc qu'on doit réapprendre, en fait. Il y a un véritable... moi, je sais, quand Charlie Kirk donnait ses arguments anti-avortement, moi, j'adorais l'écouter parce que, du coup, je me disais, OK, ça me permet de bétonner encore plus mes arguments pro-IVG, enfin, pro-légalisation de l'IVG. Donc en fait, on se rend pas compte effectivement la chance que c'est en fait d'avoir des adversaires assez talentueux. Si toi t'es pas trop mauvais en face, en fait, ça te permet d'améliorer ta propre argumentation. Tout le monde en est gagnant. C'est toujours cette idée, c'est que quand tu ne te confrontes jamais à une différence, tu finis par t'appauvrir. Ouais, et même, je pense que même au niveau cerveau, je pense qu'il doit y avoir des zones qui ne marchent même plus. Ton langage s'appauvrit. Tu as parlé de Zemmour. Est-ce que... Oui, il y avait un autre truc que je voulais dire. Excusez-moi, vas-y. mais je profite parce que je passe pas souvent. Il y avait un autre truc que je voulais dire et qui est très très important, un enjeu en arrière-plan de tout ça, qui est très problématique, et on l'a vu avec le truc de George Floyd et Black Lives Matter, c'est qu'en fait, il y a un enjeu avec les statistiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu vas regarder les statistiques officielles aujourd'hui, on va te dire la majorité de la violence politique est commise par des mecs d'extrême droite. Et en effet, la majorité des actes de violence politique revendiqués sont commis par des mecs plutôt suprémacistes mais d'extrême droite. Le problème, c'est que dans ces statistiques-là, par exemple, tu n'as pas les exactions qui ont été commises lors des émeutes Black Lives Matter. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que du coup, il y a aussi un enjeu à se dire, quand on... mais ça, c'est vraiment un enjeu de fond très important pour nos démocraties, c'est que quand on veut parler de la réalité, il faut carrément même se mettre d'accord sur la réalité.
C'est-à-dire que c'est comme les gens qui expliquent en France que, par exemple, la France, il y a moins d'insécurité qu'avant, et ils te prennent comme indicateur le taux d'homicide. Ouais. Sauf qu'en fait, quand tu connais un petit peu le sujet, tu sais que le taux d'homicide, c'est pas du tout l'indicateur le plus intéressant. Et même pire que ça, en fait, depuis qu'on a mis en place ces indicateurs pour l'insécurité, on va dire il y a 40, 50, 60 ans, je sais pas, en fait, depuis, il y a tout un tas d'autres types d'insécurité qui n'ont pas vraiment encore été qualifiés. Par exemple, ce qu'on appelle les incivilités. Tu vois, quand tu croises des petites Ouais. racailles, des wesh, des machins, tu vois, tu as tout un tas toute une panoplie d'incivilités qui ne sont même pas rentrées dans les tableaux, en fait. Ouais. Et je pense que ça c'est un enjeu très fort. Et pourquoi je le dis? Parce que si on voit tout un tas de gens, de populations dans les pays occidentaux basculer plutôt à droite, être accusés d'être populistes, et cetera, anti-système, et que c'est pas bien, c'est le mal, c'est le fascisme, c'est parce que je pense qu'intuitivement, les gens perçoivent ça. Ouais, Ils perçoivent qu'on n'a pas rentré les exactions Oui, BLM dans les stades. t'as Ils perçoivent, tu vois, mais ils le sentent, tu vois, ils vont pas forcément mettre des mots dessus, ils n'ont pas forcément l'analyse, mais il y a une espèce d'intuition viscérale qu'il y a quelque chose qui cloche entre ce que le discours dominant dit et les réalités physiques que vivent les gens, en fait. Oui, chacun sa réalité. Et en fait, oui, donc c'est même pas qu'ils perçoivent que ça cloche. C'est-à-dire que je pense que les gens qui font les statistiques ne s'accrochent qu'aux statistiques. Hein. Ils sont dans un bureau avec des trucs et effectivement, ça enraye du truc, ça enraye telle catégorie. Et que voilà, ces deux discours, il y en a un qui est dans le réel et l'autre qui est dans la... On décide comment on veut lire les stats. Moi, pour mon bouquin sur le féminisme, pour expliquer pourquoi maintenant je critique le féminisme, je me suis attachée à faire un petit exercice à mes lecteurs. C'est en gros, je leur ai dit, voilà, je vous donne 2 exemples d'études publiées par l'INSEE sur la violence. Tu vois, la violence. Et dans les deux, en fait, tu te dis, en fait, c'est intéressant parce qu'ils ont sélectionné. C'est-à-dire, tu imagines que dans la réalité objective, si on veut vraiment être exhaustive, on va se dire, il y a 36 types de violences, je dis n'importe quoi, dans lesquels il va y avoir la violence économique, la violence psychologique, la violence ceci, la violence cela. On va essayer d'être très très exhaustif au niveau des types de violences qui existent, mais en fait l'INSEE, c'est pas ce qu'ils font. Ils choisissent, alors je peux pas les accuser d'avoir fait ça sciemment, mais c'est ce que je comprends à la lecture du truc. Ils ont choisi des typologies de violences dans lesquelles les femmes sont surreprésentées en tant que victimes. D'accord. Mais ils ont exclu d'autres types de violences où ça va plutôt être les hommes qui sont surreprésentés en tant que victimes. Et donc, en fait, tu peux pas leur reprocher de mentir parce qu'ils ne mentent pas, tu vois ce que je veux dire? Ils mentent par omission. Les statistiques... Tu vois, parce que les données sont pas forcément fausses. Mais c'est juste une partie de la réalité, quoi. Et en fait, quand tu donnes qu'une partie de la réalité et que tu dis c'est la totalité de la réalité, je pense que c'est ça que les gens sentent. Il est ironique de parler de ça et quasiment de conclure parce que ce sont les derniers mots de Charlie Kirk, puisque on lui demandait de parler de tuerie de masse, c'était ça, et il a dit en incluant les tueries des gangs. C'était donc une réflexion sur les statistiques. C'est dingue. Complètement. Je pense qu'on arrive au bout de ce nouveau format. On a fait plus court, on essaye de se caler sur l'actu avec des intervenants extérieurs. Alors Célina, juste peut-être pour conclure, peux-tu nous parler de ce livre? Oui, j'allais te poser la question. Parce que depuis le temps, j'entends parler. On fait un podcast tous les deux. Hein. Alors, pour faire très vite, j'ai été féministe pendant une bonne dizaine d'années et en fait, je suis sortie du féminisme pour les mêmes raisons pour lesquelles j'y suis rentrée, plus ou moins, d'un point de vue rationnel, on va dire. C'est-à-dire que j'étais convaincue que, en gros, l'essentiel des théories, on va dire plutôt des concepts féministes, je pensais qu'ils étaient, si tu veux, étayés par quelque chose d'assez solide scientifiquement, en fait. Quand elle parle de patriarcat, de culture du viol, de domination masculine, etc., pour moi, c'était... Et j'avais cette impression, puisqu'en fait, elles savent très bien manier les statistiques, les réalités, et elles savent très bien transformer une réalité qui n'a rien à voir éventuellement avec leur truc pour en faire quelque chose. Genre, je te donne un exemple, tu es dans une salle un truc avec des ministres, il y a une majorité d'hommes, c'est parce que c'est le sexisme, le patriarcat, tu vois, bon, elles transforment, donc voilà. Donc elles arrivent à orienter les cerveaux dans une lecture de la réalité qui est en général très biaisée, mais en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est, ok, j'ai compris ce qui n'allait pas dans les récits féministes, j'appelle ça des récits, et en fait, je me suis attachée à ce que je me suis dit, c'est en fait, je vais essayer d'identifier les grands récits féministes, c'est-à-dire qu'au-delà de la diversité des courants féministes qui existent, quels sont les trucs sur lesquels elles sont plus ou moins toutes d'accord, non seulement sur les trucs sur lesquels elles sont toutes d'accord, mais les trucs qui, en plus,
ont une espèce d'appui institutionnel derrière. C'est-à-dire que tous les petits délires de militantes radicales un peu marginales, je m'y intéresse pas du tout. Je critique du tout ça. Moi, ce que je vais critiquer, c'est par exemple le discours, le récit qui est fait sur les violences conjugales. D'accord. Et je sors, et à l'appui, j'ai un certain nombre d'études qui, en fait, vont un peu à l'encontre, dont les conclusions vont un peu à l'encontre du récit qui est fait par les féministes. C'est-à-dire que je dis, voilà le récit des féministes. Donc, elles disent qu'en gros, la violence conjugale, c'est une violence de genre, déjà. Donc, ça veut dire que c'est une violence masculine. C'est une violence qui touche exclusivement ou majoritairement les femmes parce qu'en fait, c'est la continuité d'un système inégalitaire, d'où le privé politique et tout. Enfin, tu vois, c'est comme ça qu'elle relie le truc. Alors qu'en fait, quand tu regardes toutes les études qui sont faites sur les violences domestiques, intrafamiliales et au niveau du couple, bah, tu te rends compte qu'il y a que bon, cette version-là peut exister, elle existe. Ça existe, des mecs qui tabassent leur meuf parce qu'ils considèrent que sa meuf, elle doit fermer sa gueule. Personne ne dit le contraire. Mais en fait, c'est comme je vous disais tout à l'heure, une partie de la réalité n'est pas la totalité de la réalité. Donc j'essaye de montrer le reste de la réalité, et je fais ça sur donc, les violences conjugales. Le deuxième chapitre, c'est sur les violences sexuelles et la culture du viol. Et je termine même le chapitre en expliquant que c'est elles qui perpétuent ce qu'elles appellent la culture du viol. Wow. Troisième chapitre, ça va être sur les stéréotypes de genre. Donc là, pour moi, c'est carrément le truc. Je ne sais même pas pourquoi elles se sont embarquées dedans. Parce qu'en fait, là, pour le coup, ce que dit la psychologie sociale, à 80% ou à 70%, ça ne va pas dans leur sens. Il y a 30%, on va dire, ça va à peu près dans le sens de ce qu'elles disent, mais 70% qui ne va pas trop dans leur sens. Ou en tout cas, c'est beaucoup plus complexe. Par exemple, je donne un exemple, le fait qu'on se soit rendu compte à travers certaines études que les hommes ont plus de facilité à s'identifier à une femme dès qu'on parle d'expertise ou de compétences, que les femmes n'ont de facilité à s'identifier à une autre femme. Tu vois, par exemple, ce genre de truc, tu vois. Donc après, on va te dire, oui, mais ça, c'est à cause du patriarcat. Non, il y a aussi des questions biologiques, évolution et compagnie. Donc ça aussi, c'est ce que j'explique. Quatrième chapitre, c'est sur les inégalités de genre, c'est le gender gap. Et alors là, la grosse arnaque des indicateurs d'inégalité de genre qui sont même utilisés jusqu'à la Banque mondiale, l'ONU et compagnie. Où en fait, les indicateurs eux-mêmes, il y a des chercheurs qui ont bossé dessus et qui ont dit, en fait, la façon dont ils ont été constitués, potentiellement, elle est biaisée. Et le dernier chapitre, c'est sur le concept de patriarcat, et je démonte le fait qu'on vivrait dans une société patriarcale. Je confirme. Donc l'idée, c'est en gros déconstruire les récits féministes. C'est ça l'objectif du bouquin. D'accord. Donc tu es toujours en cours de rédaction, c'est cela ? Ah, je crois que non, il est fini. Il est depuis 2 ans. D'accord. Bon, on va apporter. Pour l'instant. On abordera le problème de l'édition. De l'édition, voilà. La prochaine fois. Allez, j'ai beaucoup à dire sur cette question aussi. Je vais vous remercier tous les deux, pardon. Je vous remercie collectivement. On a fait une petite embardée enfin de parcours sur cette émission de Charlie Kirk, mais c'était très intéressant. Puis tu reviendras, on en parlera. On vous remercie. On se retrouve très vite. Je vous invite à suivre, si ce n'est pas déjà fait, la page Facebook. Vous aurez toutes les références, notre compte YouTube, et voilà, en fait on a fait le tour. Et puis sur X on peut retrouver la Baronne, sur X effectivement, et qu'est-ce que je voulais dire autre chose? Oui, alors on a on va arrêter là parce que je suis très mauvais, donc je vais conclure, il vaut mieux me faire condenser. Donc je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous trois, à vous deux. Merci, merci Célina. Tu remercies ton micro. Merci à vous tous, et à bientôt.